bonjour à toutes et tous. Merci de venir aussi nombreux pour ce sujet. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de choses, de crypto, NFT, métaverse. En réalité, on va surtout parler de crypto et à la fin, on va donner une ouverture sur les métaverses. J'ai vu que le sujet a déjà été un peu abordé avant, donc j'espère que je ne vais pas trop faire de redites, mais mon objectif, ça va être de vous montrer pourquoi c'est un sujet qui est important pour les professionnels, mais pas que, pour les particuliers. Et c'est bien parce que c'est important pour un peu tout le monde que les professionnels vont devoir s'en saisir aussi. Et donc je vais essayer de vous montrer un peu la lame de fond, la tendance de fond, qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce que c'est déjà en train de changer dans le monde aujourd'hui. D'abord, quelques mots sur moi-même. Donc, vous avez vu mon nom s'afficher juste avant, Alexandre Stachenko. Moi, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelait Blockchain Partner, donc en 2015, qui faisait du conseil et de la stratégie de développement technique sur les crypto-monnaies et les blockchains. Cette entreprise a été rachetée l'an dernier par KPMG. Donc, aujourd'hui, je suis directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillons à plein temps sur les sujets crypto maintenant depuis 7 ans. Donc Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies pour ceux qui sont familiers avec ces sujets-là. On travaille majoritairement avec plutôt des grandes entreprises, surtout CAC 40 en France. On a travaillé, enfin moi j'avais établi une filiale à l'étranger en Suisse du temps de l'indépendance de Blockchain Partner, également un peu en Afrique de l'Ouest. Sur majoritairement des sujets qui sont financiers, puisque ce sont des technologies financières avant tout, mais aussi sur des sujets très divertissement, ça peut être aussi du sport, de l'industrie, du luxe, de l'alimentaire, donc c'est assez divers et varié. Sans plus attendre, je suis, deuxième casquette, cofondateur et board member de l'ADAN. L'ADAN, qu'est-ce que c'est? C'est l'association pour le développement des actifs numériques. Donc en gros, c'est l'association des professionnels du secteur en France, qui regroupe à peu près une centaine d'entreprises aujourd'hui, pour un peu plus d'1 millier d'emplois et sur un secteur qui est en croissance depuis des années. Et donc on espère qu'il va se développer dans les années à venir également. Donc comme je disais, sans plus attendre, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors une première slide très importante pour moi parce que les cryptos, c'est un sujet dont beaucoup de gens entendent parler, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça fait référence et surtout à quoi ça correspond. Est-ce que c'est gros, est-ce que c'est pas gros? Beaucoup de gens ont encore en tête que c'est un sujet de niche ou un sujet où 3 geeks dans un garage s'amusent à s'envoyer des bitcoins et des coins avec des têtes de chiens. En réalité, c'est un peu plus gros que ça, et donc je voulais un peu vous montrer les chiffres de ce marché-là. Quand on regarde par exemple le premier chiffre, c'est-à-dire la capitalisation de marché totale des crypto-monnaies, on atteint 2000 milliards de dollars à peu près. C'est en gros la capitalisation totale de Microsoft. Une autre comparaison, c'est le nombre d'utilisateurs de crypto dans le monde, on est autour de 300 millions. En France, pour information, on est 8% de personnes à avoir des cryptos, à en détenir, ce qui est beaucoup. Pour un ordre d'idée de grandeur, il y a plus de Français aujourd'hui qui possèdent de la crypto que des actions en propre. Donc ce n'est pas un sujet de niche, ce n'est pas un sujet marginal, c'est un sujet qui est devenu assez mainstream finalement, beaucoup de gens en possèdent et beaucoup de gens s'en servent. Ce nombre d'utilisateurs crypto de 300 millions, on le compare souvent avec Internet. Le nombre d'utilisateurs d'Internet dans les années 90, à la fin des années 90, c'était 300 millions aussi. Une période à laquelle, notamment la France, était en train de dire Internet, ça ne marchera pas, on a autre chose, ça s'appelle le Minitel. Aujourd'hui, on a un peu le même débat politique, c'est-à-dire est-ce que les cryptos, ça va marcher? Finalement, il n'y a pas tant que ça d'utilisateurs dans le monde. Il y en a autant qu'Internet dans les années 90, donc ce n'est pas rien non plus. Une autre information importante, on dit souvent Bitcoin c'est une bonne réserve de valeur, mais finalement en termes d'utilité, bof bof. Si je vous prends le nombre de transactions quotidiennes sur Bitcoin et sur Ethereum, qui sont les deux plus grosses blockchains, les deux plus grosses cryptos, on atteint 1,5 million. 1,5 million, c'est 2 fois ce que fait Fedwire, c'est-à-dire l'équivalent de SEPA aux États-Unis. Donc c'est pareil, même en termes d'outils de transaction aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé. Et c'est pas un marché de niche, c'est pas marginal, c'est pas quelque chose à côté, c'est quelque chose qui est devenu assez central. Et de la même façon, autre information importante, Bitcoin tout seul a traité 13 000 milliards de volume en dollars l'an dernier, ce qui est plus que Visa. Donc, toutes ces informations-là, pourquoi je vous donne ça? Également à droite, je vous montre que Bitcoin est le 9e actif le plus valorisé du monde, pour essayer de vous montrer que là, je ne suis pas en train de vous faire un discours sur un marché de niche, sur quelque chose de petit, je suis en train de vous faire un discours sur quelque chose qui va vous concerner, tous autant que vous êtes, parce que de la même façon que certains dans les années 90 disaient Internet c'est une technologie de la communication, donc finalement, ceux qui sont concernés, c'est les telcos, la poste, éventuellement, les médias. Non, on est tous concernés par Internet, on a tous fait un blog personnel, on a tous un compte sur un réseau social. De la même façon, il y a des gens aujourd'hui qui disent les cryptos, ça concerne en gros l'industrie financière. Non, on gère tous de l'argent.
Donc de toute manière, vous allez être concerné d'une façon ou d'une autre. Et je vais même prendre l'exemple de KPMG. On pourrait dire que KPMG, c'est une entreprise qui fait du commissariat aux comptes. Pourquoi est-ce que les cryptos nous concernent? Parce qu'à partir du moment où on a des clients qui possèdent des cryptos, il faut les instruire, il faut leur dire ça va où dans le bilan comptable, comment je le fiscalise. Hop, rien qu'avec ça, on est concerné par les cryptos. Et évidemment, nos clients étant dans le secteur financier sont aussi parmi les premiers concernés par le secteur crypto. Allons tout de suite maintenant, revenons un peu en arrière, à quoi ça sert tout ça? Je vous ai mis le cadre, c'est gros, ça sert à quelque chose, les gens s'en servent. Mais quel est le fondamental? Pourquoi est-ce que ça existe? Et j'aurai Yorick à ma suite qui pourra compléter en donnant des éléments sur Bitcoin. Au départ, on est en 2009. On a un problème majeur qui est qu'avec l'émergence d'Internet, lorsque vous voulez faire de la transaction en ligne, en réalité, vous n'avez qu'un seul choix, qui est celui de passer par un intermédiaire. C'est pas la même chose quand on est dans le monde physique. Faites bien la différence. Quand je vous donne un billet de 10 €, il n'y a pas d'intermédiaire dans la transaction. Je vous donne un billet directement d'une main à une autre main. Dans le monde numérique, on ne sait pas faire ça. Quand vous faites un virement, quand vous faites une transaction, quand vous faites un paiement en carte bancaire, il y a toujours un intermédiaire dans la transaction. Ça peut être une entreprise, un prestataire de services de paiement, une banque, peu importe, mais on ne sait pas transférer de l'information, de la valeur en tout cas, donc du virement d'une personne à une autre. Ce que change Bitcoin avec sa création en 2009, c'est que pour la première fois, on a la capacité de transférer directement de la valeur numérique en pair à pair. Donc c'est l'équivalent du cash, mais dans le monde numérique. Alors pourquoi est-ce qu'on ne savait pas faire ça avant? Pour une raison assez simple à comprendre, mais assez fondamentale, c'est que Internet fonctionne d'une certaine façon, qui est que tout ce qui existe sur Internet est duplicable. C'est-à-dire que quand quelque chose existe sous la forme de 0 et de 1, on sait en créer 100 000 copies. Voilà, un PDF par exemple, je peux en créer 100 000 copies sans trop de problème. Ça va me coûter 0. Et c'est formidable parce que ça permet à l'information de se répandre très vite, ça permet de faire des réseaux sociaux, ça permet de faire tout ce que vous voulez. Vous avez la conséquence directe de cela dans les réseaux sociaux. Chacun peut créer sa propre information, on peut la diffuser, etc. Vous avez la conséquence de cela aussi dans les emails, tout bêtement. Quand vous envoyez un email, en réalité, vous n'avez rien envoyé du tout. Vous n'avez pas détruit l'email de votre ordinateur pour pouvoir l'envoyer. A l'inverse, dans le monde physique, si vous envoyez une carte postale, normalement, vous ne l'avez plus. Donc cette différence fondamentale, elle génère une problématique majeure, qui est que quand vous souhaitez transférer quelque chose qui a de la valeur, et donc qui doit avoir de la rareté, vous ne savez pas faire. Parce que Internet, nativement, lorsque vous allez vouloir envoyer quelque chose, va vous le copier. Donc si vous avez 10 €, que vous donnez 10 €, mais que vous avez toujours après 10 €, vous venez faire de la création monétaire. Alors en ce moment, on en fait beaucoup. Mais en tout cas, si tout le monde pouvait faire de la création monétaire, ça marcherait assez rapidement plus, puisque l'argent ne vaudrait plus rien. Donc comment on a pallié ça? On a mis une banque au milieu, on a mis des intermédiaires financiers dont le rôle n'est pas de transférer quoi que ce soit, puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement que ce qu'Internet leur permet. Mais par contre, les banques et les intermédiaires financiers gèrent des registres. Qui possède quoi? Et ils les actualisent toute la journée. Bitcoin, c'est la première technologie qui permet numériquement de faire une sorte de coupé-collé, c'est-à-dire que je suis capable d'envoyer un Bitcoin, de prouver au monde entier que je ne l'ai plus, et que la personne en face l'a bien reçu. Donc c'est ça la rupture fondamentale des cryptos, et vous allez comprendre tout de suite derrière le lien avec tout ce qui est économie numérique. Dernière chose sur Bitcoin en particulier, c'est que dans le monde financier traditionnel, vous avez deux choses qui sont très souvent distinctes. Vous avez le système de paiement et vous avez la monnaie. Donc par exemple, un euro, il peut circuler sur le réseau Mastercard, sur le réseau Visa, sur le réseau Swift, sur le réseau ce que vous voulez. Mais ce sont deux choses distinctes. Dans le réseau Bitcoin, les deux sont la même chose. C'est-à-dire que vous avez Bitcoin avec un grand B qui est le système de paiement, c'est un protocole informatique, c'est un peu comme TCP/IP pour Internet. Et vous avez Bitcoin petit b qui est l'unité de compte, qui est la monnaie, qui est l'unité qu'on va s'envoyer à droite à gauche grâce à ce système de paiement. Donc ce que Bitcoin fait, et c'est une des raisons pour lesquelles les comparaisons avec Visa, je vous en ai fait une au début, peuvent être intéressantes d'un point de vue ordre de grandeur, mais souvent vont avoir leurs limites, parce que Visa par exemple ou Mastercard, ce n'est pas un système monétaire. Visa, c'est un système d'autorisation. Visa sans l'euro, ça ne tourne plus. Ou Visa sans le dollar ou sans les monnaies. A l'inverse, Bitcoin, c'est un système complet. Il y a tout. Il y a le système de paiement et il y a la monnaie. Je n'ai plus de slide suivante avec ma télécommande. Est-ce qu'on peut passer en régie? Je ne sais pas si c'est possible. Merci. Alors, trois concepts que je voulais vous introduire à partir de ces premiers concepts. Donc, que je vous ai dit, sans Bitcoin, on ne sait pas faire de rareté numérique, on ne sait pas faire de transfert de valeur. Donc on a trois choses qui ont émergé avec les cryptos et qui sont fondamentales à comprendre pour comprendre pourquoi c'est une lame de fond qui va probablement vous affecter assez rapidement.
La première chose, c'est la rareté numérique, je l'ai déjà mentionné. On ne savait pas faire avant 2008-2009, maintenant on sait faire, on sait représenter de la rareté numérique grâce aux crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, et en particulier pour l'industrie financière? C'est que sur l'industrie du paiement, il y a un énorme impact. Parce que concrètement, je peux prendre mon téléphone et envoyer, si j'avais 1 million d'euros sur moi, ce que je n'ai pas, je vous rassure, je pourrais les envoyer tout de suite en 10 secondes à l'autre bout de la planète pour 10 $ de frais. Le système financier est littéralement incapable de faire ça, d'autant plus que mon interlocuteur n'a pas besoin d'avoir de compte en banque, il a besoin d'avoir un téléphone. Donc rien que sur le secteur des paiements, vous avez déjà un énorme impact. Vous avez un autre impact très important qui est sur la possibilité de la conservation. Parce que le corollaire de tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire l'incapacité de se passer d'un tiers de confiance pour faire des transactions en ligne, son corollaire direct, c'est que tout l'argent que vous possédez en ligne n'est pas votre argent. C'est l'argent qui se trouve chez un intermédiaire financier et qui vous en donne accès. C'est complètement différent, on ne le ressent pas forcément tous les jours, parce que tous les jours c'est très pratique de se connecter à son compte en banque, mais le jour où vous avez une banque qui fait faillite, une banque qui vous refuse de sortir votre argent du distributeur, etc., là vous comprenez la différence entre un actif qu'on possède et un passif chez une banque. Ce que permet Bitcoin, encore une fois, c'est que comme on va court-circuiter l'intermédiaire financier, vous êtes en capacité de les détenir en propre. Ce que, encore une fois, vous ne savez pas faire sur de l'euro. Sauf physique, cash, vous ne savez pas détenir de l'euro en propre. Il est toujours détenu par quelqu'un pour vous. Donc ça, c'est pareil, c'est une grosse conséquence pour l'industrie financière, c'est qu'on a la possibilité de se passer de l'intermédiaire pour posséder quelque chose. Deuxième concept que je veux introduire, la tokenisation. J'en ai entendu parler tout à l'heure avec les NFT, donc je ne vais pas y revenir trop, mais en gros, ça consiste à représenter par une crypto un actif. Conséquence, je donne à cet actif toutes les caractéristiques d'une crypto. Il devient divisible, fongible, transférable, mondial, sans intermédiaire, etc. etc. J'en dirai 2 mots après. Dernière chose, la programmabilité. Alors la programmabilité, c'est pas nouveau, on sait faire ça depuis que l'informatique existe, mais on ne savait pas faire sur la valeur. Encore une fois, on savait le faire sur de l'information. Ce qu'introduit la notion de smart contract, qui ne sont ni smart ni contract d'ailleurs, mais qui sont juste du bout de code, ces bouts de code vont être en capacité d'automatiser, de complexifier, d'introduire de la condition dans le transfert d'actifs de valeur. Donc là où Bitcoin au départ ça permet de faire de la conservation et du paiement, on retrouve sur d'autres blockchains programmables, Ethereum est la première mais il y en a d'autres, il y a un stand de Tezos par exemple dans ce salon, ça permet de faire de la complexification, du prêt, de l'emprunt, du fonds d'investissement, etc. etc. Alors est-ce que ma télécommande marche? Oui, parfait. Donc lame de fond, pour donner un peu de perspective à tout ce que je viens de vous dire, on a globalement ce qu'on appelle les Web 1, Web 2, Web 3. Web 1, très simple, c'est le web des années 90, c'est on peut lire. On a des sites, on va lire de l'information. Le Web 2, c'est celui dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire on lit et on écrit. C'est les réseaux sociaux, c'est également, malheureusement ou heureusement, ça dépend de la perspective, le web centralisé. C'est-à-dire que globalement, à 5 ou 6 entreprises, vous avez déjà plus de la moitié du flux mondial parce qu'on passe tous par des Google, des Facebook, etc. Donc ça, c'est le Web 2, on a la capacité de lire et d'écrire. Ce qu'apporte le Web 3, c'est-à-dire tout le web qui va être permis par cette capacité à représenter de la valeur en ligne, c'est une troisième brique, qui est la brique de la possession. On peut lire, écrire et posséder. Chose, encore une fois, impossible dans le Web 2, puisque dans le Web 2, posséder quelque chose, ça veut dire avoir un compte chez un tiers, qui lui possède cette chose pour vous. Ici, on a la capacité de posséder directement, en propre, moi-même, avec mon portefeuille. Et donc, ça va avoir beaucoup d'impact dans tout ce qui est industrie qui gère de la valeur, c'est-à-dire à peu près toutes les industries. Une petite dichotomie sur la tokenisation. Vous avez probablement entendu parler des NFT tout à l'heure. Donc, il y a ce qu'on appelle les jetons fongibles. Fongibles, ça veut dire que vous pouvez substituer un élément à un autre. Si je vous donne une pièce d'1 euro ou une autre pièce d'1 euro, vous en fichez, ça vaut 1 euro de toute façon. A l'inverse, vous avez des choses qui sont non fongibles. Si je vous donne une maison et une autre maison, en fait, il y a une maison qui va probablement être mieux que l'autre et ce n'est pas complètement substituable. Donc les jetons non fongibles, c'est simplement pour dire on a la capacité maintenant de représenter de la rareté numérique et avec cette rareté numérique, on va en profiter pour faire des choses qui ressemblent à des monnaies fongibles, ou en tout cas des actifs qui sont fongibles, des actions, des obligations, des barils de pétrole, tout ce que vous voulez. Et puis on a aussi la capacité de faire du non fongible. Donc des items de jeux vidéo, des places dans un concert, des lots immobiliers, etc., etc. Donc ça, c'est le concept de non-fongibilité qui est aussi important parce qu'on va s'en servir derrière, en particulier dans les mondes virtuels. Alors je vous donne un exemple, probablement que vous ne voyez rien, mais je vais tout de suite vous expliquer à quoi correspond ce screenshot. Les stablecoins. Stablecoin, qu'est-ce que c'est? C'est
une crypto, vous allez la prendre et vous allez la faire représenter quelque chose de stable. Alors, la stabilité est toujours relative, mais disons une monnaie stable, un euro ou un dollar. Pourquoi est-ce que vous feriez ça? Parce qu'en fait, quand vous avez un stablecoin euro ou un stablecoin dollar, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez à la fois quelque chose qui n'est pas volatile, ça vaut toujours un dollar, si le dollar est votre étalon, mais c'est un autre débat, et vous avez également tous les avantages opérationnels du monde crypto. Et donc un stablecoin dollar, ça permet ce genre de choses. Je vous ai mis un screenshot du détail d'une transaction, puisque sur les blockchains, les transactions sont publiques, donc ce genre de choses est accessible, où vous avez, en l'occurrence, une entreprise qui envoie pour 800 millions de dollars à l'autre bout de la planète, ça prend 10 secondes et ça coûte 14 $ de frais. C'est impossible à faire dans le monde financier traditionnel. Donc ici, vous avez une transaction mondiale pour 800 millions, en dollars, donc même pas exposé à de la volatilité, ça prend quelques secondes et ça coûte 14 $. Ça fait partie des choses qui sont possibles grâce à la fameuse tokenisation qu'on va faire sur notamment des monnaies traditionnelles. Maintenant, côté NFT, vous connaissez très probablement Sorare, et bonjour à quelqu'un de Sorare si jamais il y en a un dans la salle. Je vais prendre cet exemple de Sorare pour vous expliquer ce que c'est qu'un NFT. Donc là, en l'occurrence, Sorare, c'est l'entreprise française qui a, de mémoire, fait la plus grosse levée de fonds de la French Tech là, en fin d'année dernière, et qui est devenue la deuxième licorne française sur le sujet des cryptos. Alors qu'est-ce qu'ils font Sorare? Ils font un mix entre la collection de joueurs de foot et un fantasy football, donc c'est-à-dire un jeu de foot où vous allez constituer des équipes fictives, mais dont les résultats vont dépendre des performances réelles des joueurs. La partie collection, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a dû attendre Sorare pour faire ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, avant 2009, on ne savait pas faire de la rareté numérique. Donc si on voulait faire des cartes Panini en ligne, avant l'émergence des cryptos, bah en fait, le moment où vous créez votre carte Panini, moi je peux en créer 200 000 exemplaires. Donc d'un point de vue collection, ça sert un peu à rien. Grâce aux cryptos, j'ai la capacité de dire cette carte numérique, elle n'existe qu'en 100 exemplaires et je suis capable de le prouver. Et donc vous ressortez, vous remettez au goût du jour l'aspect collection. L'aspect collection, ça fait quand même des milliers d'années que les émules adorent faire ça. Vous le remettez au goût du jour dans le monde numérique. Vous avez la capacité de représenter quelque chose de numérique et de rare. Et sur la partie jeu, bah c'est très simple, vous constituez des équipes en achetant ces cartes rares. Vous allez acheter, alors je vous ai mis Mbappé, mais ça peut être beaucoup d'autres gens. Vous allez l'acheter, vous allez constituer une équipe, et selon les performances réelles des joueurs de cette équipe, vous avez une équipe qui est plus ou moins performante dans le monde virtuel. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Parce qu'à la fin, si vous gagnez des compétitions, vous gagnez quoi? Des cartes, mais ces cartes, elles valent quoi? De l'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de vous les acheter pour pouvoir constituer leurs propres équipes. Donc il y a aujourd'hui des joueurs qui s'achètent extrêmement cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains joueurs, et qui après, vous allez simplement les faire jouer dans votre équipe. C'est l'introduction, un exemple ici, de l'introduction d'un nouveau business model dans le monde du jeu vidéo, ce qu'on appelait le play to earn, c'est-à-dire que vous avez des gens dont maintenant le métier est d'être le meilleur possible sur Sorare parce qu'ils savent en dégager un revenu. S'ils sont très bons, ils gagnent des cartes et ils peuvent les revendre. Ils ont donc un revenu à partir de ce jeu-là. Et vous avez d'autres exemples de play to earn, mais dont je n'ai pas le temps de parler évidemment aujourd'hui. Donc ça, c'est un jeu qui se développe beaucoup, on va dire, ces derniers mois et ces dernières années, et qui est extrêmement intéressant à suivre, avec comme intérêt que derrière, vous avez des choses comme, par exemple, Sorare Data qui fait de la statistique. Si Sorare est un jeu dans lequel vous pouvez gagner de l'argent, être plus performant grâce à la data, bah, ça vaut quelque chose. Donc si vous avez des services connexes qui vous permettent d'être plus performants, les gens vont payer pour ça. Vous avez la capacité pour un éditeur de jeu de vous appuyer sur une base de NFT, c'est-à-dire de gens qui possèdent des choses pour faire votre side game, donc un autre jeu, parce que le NFT n'est jamais qu'un titre de propriété numérique, mais après, sa représentation visuelle à l'écran, c'est vous qui décidez ce que c'est. Donc le fait qu'un NFT soit représenté comme ça, bah, c'est parce que Sorare a décidé que ce serait représenté comme ça, mais vous pouvez très bien faire un autre jeu dans lequel le même NFT est une épée. On s'en fiche. Donc vous avez des éditeurs de jeux qui ciblent des bases utilisateurs en disant bah, tous les joueurs de Sorare, moi ils m'intéressent. Donc je vais leur offrir la capacité de représenter leur NFT dans mon jeu, par exemple. Et puis vous avez évidemment des partenariats médias sur les datas des joueurs, sur les clubs, etc., etc. Donc, intérêt d'un NFT, parce que c'est ça qui va nous intéresser beaucoup dans les mondes virtuels, c'est qu'on va être en capacité de représenter de l'habillement, des items, des artefacts, des choses comme ça, même du cadastre immobilier. On va être en capacité de les représenter dans les mondes virtuels, chose qu'on ne savait pas faire avant. C'est ça, encore une fois, la chose à retenir. Donc ces promesses, elles sont assez nombreuses. La première chose, c'est qu'on a la capacité à prouver l'unicité de certaines choses, chose qui était impossible avant. On a la capacité à avoir
une permanence de cette donnée, c'est-à-dire que cette donnée va persister dans le temps. Ce NFT, encore une fois, c'est vous qui le possédez, c'est pas quelqu'un pour vous. Et ce NFT, il va persister dans la blockchain, qui est donc ce registre qui permet à tout ça de fonctionner, de manière, on va dire, éternelle, en tout cas tant que la blockchain dure, c'est-à-dire, on espère, un certain temps. Troisième chose, ces NFT sont programmables. Vous avez beaucoup d'artistes, par exemple, qui commencent à dire que c'est très intéressant pour eux de faire des NFT pour représenter leurs œuvres numériques, parce qu'ils ont la capacité de programmer directement, d'automatiser le paiement de royalties. Donc si par exemple vous êtes artiste et vous faites une œuvre numérique, et que vous vendez le NFT de cette œuvre numérique, vous avez la capacité de programmer dans ce NFT le fait que le marché secondaire, à chaque fois qu'il y aura une transaction, vous allez toucher 10%. Chose qui est aujourd'hui infaisable. Un artiste qui vend une œuvre, et après cette œuvre, elle est revendue 25 fois, et avec des multiples de x10, x100, l'artiste original ne touche pas forcément quelque chose. Ici, vous avez la capacité de le programmer directement et d'en avoir la certitude, puisque le paiement est automatisé, il est complexifié et il est conditionnalisé. Quatrième chose, le côté permissionless, parce qu'on parle en bon français ici, donc sans permission, sans autorisation. De la même façon, ce n'est pas un nouveau concept permissionless, parce que Internet est permissionless. Vous avez la capacité de créer un site sans trop demander l'autorisation à qui que ce soit. Ici, vous avez la capacité de posséder sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Et donc, de cette façon, c'est ce que je disais avec Ubisoft juste avant, vous avez la capacité, en tant qu'éditeur, en tant que personne, de vous focaliser sur qui possède le NFT plutôt que qui a fait le jeu pour lequel le NFT a été créé. Donc moi, en tant que possesseur de NFT, il peut être représenté de plusieurs façons, sur plusieurs plateformes, sur plusieurs jeux, et je peux moi-même en décider ce que je fais. Je peux le vendre, je peux le garder, d'ailleurs, si on rentre dans les secteurs financiers, ce que j'aurais pas le temps de faire, vous avez aussi la capacité parfois de le mettre en collatéral. Vous avez un NFT, vous ne voulez pas vous en séparer, vous le mettez en hypothèque, et contre cette hypothèque, vous débloquez un prêt avec de l'argent que vous pouvez dépenser. Donc ce genre de choses est faisable grâce à la programmabilité et au côté sans permission. Dernière chose que j'ai déjà mentionnée, donc je ne vais pas m'attarder, c'est cette capacité de possession numérique, encore une fois, que vous n'aviez pas avant. Alors quel lien avec les métaverses, et je vais essayer de garder peut-être une minute pour des questions. Le lien avec le métaverse, c'est qu'au départ, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que le métaverse, les mondes virtuels en général, sont des choses qui n'ont pas attendu les cryptos pour exister. N'importe qui a joué à des MMORPG ou qui a été sur un Second Life ou autre sait très bien qu'on sait faire des mondes virtuels sans crypto. Par contre, l'intérêt des cryptos pour les métaverses, c'est qu'on amène cette couche de propriété, chose qui était infaisable avant. Si vous êtes dans un monde virtuel et que ce monde virtuel décide de vous bannir, décide qu'en fait, il est plus rentable, il va fermer, que X, Y, Z, eh bien vous perdez tout parce que la seule représentation de votre propriété numérique, c'était pas vous qui la possédiez, c'était l'éditeur, le créateur du monde virtuel, sur un serveur centralisé qui décide tout seul de ce qu'il en fait. Ici, cette couche de propriété décorrélée du monde virtuel vous permet d'avoir une possession qui est décorrélée de sa représentation numérique. Donc cette possession, vous en faites ce que vous voulez, vous la vendez, vous la gardez, c'est un immeuble dans un jeu, et puis dans le jeu d'à côté c'est une épée, et dans le jeu d'à côté c'est encore autre chose. Et donc cette capacité à représenter numériquement de la propriété, c'est une des choses qui a manqué dans les précédents métavers, je pense à Second Life par exemple, parce que toute la capacité de paiement, toutes les interactions financières dans ces jeux-là et dans ces mondes virtuels ont toujours été très compliquées parce qu'il n'y avait pas cette couche qui permettait les transactions, la réserve de valeur et la propriété numérique. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 20% à peu près de la valeur des NFT totales qui sont, on va dire, liées d'une manière ou d'une autre aux différents métaverses. Sachant que cette valeur totale des NFT, on est autour de 20 milliards, 25 milliards, ça dépend des estimations, hein, c'est très difficile à estimer, mais globalement, aujourd'hui, si vous prenez tous les NFT et que vous les sommez, ça vous donne à peu près 20-25 milliards de dollars. Alors mettez-le en perspective par rapport aux 2000 milliards de la capitalisation totale du marché crypto que je vous ai mentionné tout à l'heure, parce que c'est assez important de se rendre compte aussi, d'un point de vue ordre de grandeur, que oui, c'est un sujet, les NFT, les métaverses. Les métaverses sont majoritairement un sujet qui n'est pas crypto. Hein. Si vous ne savez pas faire de 3D ou représenter un monde virtuel, ça ne sert à rien de savoir faire de la crypto parce que vous allez avoir un super code qui n'est jamais représenté nulle part. Mais vous avez tout un sujet crypto qui concerne tout le monde en dehors des métaverses et qui vaut 2000 milliards aujourd'hui avec tous les chiffres que je vous ai donnés en amont. Évidemment, après moi, vous avez Yorick qui va passer, que vous avez la chance d'écouter, qui va vous parler de Bitcoin plus précisément. J'aurais aimé avoir plus de temps, évidemment, mais Yorick le fera très bien, donc je vous incite à rester pour son speech, qui sera forcément passionnant, puisque ce monsieur est passionnant. Mais il me reste 13 secondes pour des questions. J'ai le temps d'en prendre une, je pense, si jamais il y en a.
Sinon, s'il n'y en a pas... Ah si, il y en a une devant, très bien. Je répéterai la question, pardon. Alors pourquoi les entreprises ne passent pas plus par les stablecoins, sachant que c'est si facile et moins cher? C'est une question d'adoption, tout simplement. C'est-à-dire que, comme toute unité monétaire, si vous êtes tout seul à l'utiliser, vous avez un problème d'œuf et de poule, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, nous, quand on conseille les entreprises sur l'utilisation de stablecoins, l'avantage financier, technique, d'optimisation, etc., il est largement compris. Mais si vous ne savez pas à qui envoyer des stablecoins parce que vous êtes tout seul à l'accepter, globalement, ça ne marche pas. Donc il y a un enjeu d'adoption qui est important, qui est un problème d'œuf et de poule et qui est un problème qu'ont eu aussi les réseaux sociaux. Si vous êtes tout seul sur un réseau social, ça ne sert à rien. Mais une fois que vous êtes 100, 1000, 10 000, là, d'un seul coup, ça a beaucoup d'intérêt d'utiliser des cryptos. Donc d'ailleurs, c'est un sujet pas que stablecoin, c'est un sujet crypto en général, parce que c'est pareil, Bitcoin, si vous êtes tout seul à l'utiliser, ça ne sert à rien. Mais une fois que c'est amorcé et qu'on passe à 50 millions, 100 millions, 300 millions de personnes, aujourd'hui, quand vous êtes dans l'industrie financière, maintenant, c'est un sujet qu'on ne peut plus ignorer. Et donc, il y a une banque, je crois, je ne sais plus laquelle c'est, mais il y a une banque qui a utilisé une expression il y a quelques mois pour dire que ce point d'inflexion venait d'être passé et que ce serait très difficile de retourner en arrière sur les cryptos. Parce que voilà, vous allez au Salvador, c'est la monnaie légale. Bon, vous êtes obligé d'accepter la crypto quand vous êtes un McDonald's qui a une boîte au Salvador. Donc, pour plein de raisons, c'est des questions d'adoption majoritairement. Mais les avantages financiers sont très bien compris quand on en entend parler. Voilà. Et je crois que c'était la seule question, malheureusement. Après, je resterai là un petit peu. Merci beaucoup.